Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info où nous évoquerons la mobilisation des enseignants. C'était cet après-midi au Mans, une plus faible mobilisation que les jours passés. Nous visiterons aussi l'un des plus vastes parcs régionaux de France, le parc régional Normandie-Maine. Et puis nous évoquerons l'Inde puisque l'Inde est à l'honneur des carrefours de la pensée ce week-end. Et avec mon invité, nous parlerons plus spécifiquement du cinéma indien. 300 manifestants dans les rues du Mans, mobilisation plus faible donc des personnels de l'éducation nationale. Ils manifestaient contre le train de réforme qui touche l'éducation de la primaire jusqu'à l'université. C'est sans doute la dernière des mobilisations avant la manifestation interprofessionnelle du 19 mars prochain. Et à l'occasion de cette prochaine manifestation, d'ailleurs, la ville du Mans, qui ne se disait incapable de mettre en place le service d'accueil dans les écoles, est en train de réfléchir à un service de garde. Les enfants seraient gardés dans 5 maisons de quartier de la ville. Réaction recueillie lors du cortège ce matin par Marine Wolf. Ça ressemble un petit peu à la même chose, sauf que c'est en dehors des écoles. J'en pense pas grand-chose. Moi, le service minimum, personnellement, ça m'est un peu égal. Bon, je sais pas, il y en a qui disent que ça casse la grève. Oui et non, parce que les parents sont moins embêtés parce que les enfants sont gardés, en quelque sorte, mais les enfants ne sont pas devant des enseignants. Ce jour-là, n'apprennent pas. Bon, être gardé et apprendre à l'école, c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut que les choses soient très très claires. On continue de s'opposer à ce qu'on appelle le service minimum, qu'on le mette en place sous forme de service d'accueil, de service de garde ou de service qu'ils veulent. On pense que c'est une atteinte à notre droit de grève et donc on est contre. C'est un échelon de l'aménagement du territoire à cheval sur 4 départements, sur 2 régions. Depuis sa création en 1975, le parc naturel régional Normandie-Maine tenait sa première assemblée générale des collectivités concernées. C'était hier soir, un parc conservatoire de la nature, du patrimoine et des activités humaines qui s'y déploient. Petite visite. Un chemin de randonnée à Saint-Léonard-des-Bois, au cœur des Alpes-Mancelles. Les 100 000 touristes annuels du secteur connaissent bien ces sentiers, entre les escarpements rocheux du massif armoricain et la Sarthe qui s'écoule au fond de sa vallée. On est ici dans la partie sartoise du parc régional Normandie-Maine. Et la Normandie, elle n'est pas très loin de l'autre côté du pont de Saint-Cénery, l'un des plus beaux villages de France. Le parc s'étend sur 4 départements, 2 régions, 164 communes. Alors, pour élaborer une politique cohérente, mieux vaut s'entendre. C'est dans cet objectif qu'avait lieu la première assemblée générale des collectivités du territoire, mardi soir. La première depuis la création du parc en 1975. Il y était question notamment d'énergie éolienne. Sur un territoire qu'on pourrait centrer autour de Carouge, sur un rayon de 15 à 20 km maximum, on s'aperçoit que demain, si on laissait les choses complètement librement se faire, mais il y aurait une potentialité de 60 à 70 éoliennes. Est-ce concevable? Est-ce acceptable? Est-ce possible? Non, nous avons pensé qu'il fallait intégrer l'ensemble du territoire dans cette réflexion, donc une zone de développement éolien à l'échelon du parc. Le parc est un laboratoire de la protection de la faune et de la flore. On y étudie de près le rapport de l'homme à son environnement. Bref, c'est dans ce type de parc qu'est née la notion de développement durable. La grande réussite peut-être, c'est d'avoir travaillé sur l'aménagement des cours d'eau du parc, qui sont des petites rivières en tête de bassin, comme le Sarton par exemple, et d'avoir retrouvé des espèces emblématiques dans ces secteurs-là qui demandaient tout de même une protection, donc ça c'est une chose. Donc on a une moule par exemple qui s'appelle une moule d'eau douce, qui s'appelle la mulette perlière, qu'on a retrouvée sur le Sarton. Il y a la loutre qui commence à revenir sur la Mayenne et la Sarthe. Côté protection des activités humaines, c'est par exemple des aides pour la création d'appellations d'origine contrôlée. Mais le parc, c'est aussi la valorisation du patrimoine culturel et architectural. Un circuit des plus beaux sites est actuellement en cours de réalisation. L'émergence de la puissance indienne, mythe et réalité, c'est le thème des carrefours de la pensée qui se tiennent ce week-end au Mans. Il sera question notamment du cinéma indien qui a le vent en poupe en Occident. Pour nous en parler, j'accueille Nadine Tarbourièche. Bonjour, vous êtes spécialiste de ce cinéma. Alors avant d'évoquer cette thématique, je vous propose un reportage. Nos équipes ont rencontré 2 étudiants indiens, ils étudient au Mans. Regard croisé sur l'Inde et sur la France, c'est un sujet de Benoît Doisy et de Pierre Lolès.
Voilà un an que Chandrasekhar Kupan est arrivé au Mans, âgé de 32 ans, originaire de Madras. Il travaille sur la création de nouveaux matériaux à l'Université de physique du Maine. Le Mans, c'est un endroit tranquille, agréable pour travailler, dit-il. Kupan fait partie de cette génération qui participe à l'ouverture de l'Inde au monde, même si, concède-t-il, son pays, sa culture peuvent être encore mystérieux pour les étrangers. La culture dépend de plein de choses. Peut-être que ce qui unit l'Inde, c'est d'être ensemble, c'est la famille. Même si les enfants grandissent, même s'ils se marient, on est ensemble jusqu'à la mort. Oui, la famille, c'est ce qui rend la culture de l'Inde si unique. Kupan va repartir en Inde avant la fin du mois, dans l'état du Tamil Nadu. C'est de là que vient le mudra, cette danse de la main que pratique Ruchi Anatkat. Depuis 2 ans, cette danseuse étudie les arts plastiques à l'école des Beaux-Arts du Mans, comme une nécessité pour mélanger 2 cultures très différentes. L'art plastique, c'est pas vraiment indien. Donc, c'était très influence de culture européenne. Et aussi, c'est une chose qui s'appelle individualisme, qui m'a attractée pour venir ici. Citoyens indiens, Ruchi et Chandrasekhar sont finalement d'abord les citoyens d'un monde globalisé où l'on tente de marier les cultures sans les renier. Allez, on va parler cinéma indien maintenant. Nadine Tarboriash, pour nous, le cinéma indien, c'est essentiellement une chose, c'est Bollywood. Là-bas aussi, c'est une grande partie de la production. C'est un cinéma particulier. Vous pouvez nous en donner quelques codes? Alors, Bollywood, vaste sujet, effectivement. Bollywood, c'est une très très grosse partie de la production indienne. C'est avant tout un cinéma populaire qui s'adresse à tout le pays, que ce soit une population de ville ou une population de campagne. Et c'était intéressant du reste d'entendre ces 2 jeunes parler, parce qu'ils parlent de famille. Et Bollywood, c'est vraiment un cinéma qui s'adresse à la famille dans son ensemble. On va au cinéma depuis qu'on est bébé, et puis on y va quasiment jusqu'à sa mort. Donc on vit avec le cinéma. Un Indien respire, il va au cinéma comme il respire. Pourquoi on aime le cinéma en France aussi. Pourquoi il n'y a pas ce même rapport au cinéma là? C'est plus passionnel, j'ai l'impression, chez eux. Oui, parce que je crois que c'est ça ce qui est intéressant pour expliquer Bollywood, et c'est que c'est un cinéma qui vient aussi du conte populaire, de la tradition du conte populaire en Inde. Bien avant le cinéma, il y avait cette tradition des grands récits comme le Mahabharata, le Ramayana, qu'on racontait sur les places publiques. On passait des soirées entières à écouter un conteur qui agrémentait son récit de musique, ce qui explique bien aussi ce qu'il y a à l'intérieur des films de Bollywood, puisque ce sont des films qui sont aussi agrémentés de musique, de séquences chantées, dansées. Elles sont au nombre de 7 jusqu'à 14 parfois dans un film, et sont ainsi des grands mélodrames qui conviennent à toute une population. Je vous propose de voir un extrait, vous connaissez parfaitement, peut-être que nos téléspectateurs ne connaissent pas parfaitement pour le cinéma bollywoodien. Ça donne ceci, un extrait en chanson en particulier. Alors on voit dans cet extrait, c'est une thématique de l'amour, dans un monde merveilleux, il y a des paillettes, c'est ça le cinéma bollywoodien? Alors ça n'est pas que ça le cinéma bollywoodien, mais c'est vrai que ce qu'on voit là, et à travers la chanson, en fait, on fait passer aussi l'intériorité des personnages. Et on fait passer leurs rêves, on leur fait dire à travers la chanson ce qu'ils n'arrivent pas à dire à l'autre en face, en direct. Voilà. Alors c'est un cinéma qui malgré tout connaît un certain succès en Occident et particulièrement en France. Comment on pourrait l'expliquer ça? Est-ce qu'il y a un second degré de la part des gens qui le regardent, ils voient ça comme quelque chose d'exotique, ou vraiment ils en comprennent les codes et c'est un cinéma auquel ils adhèrent? Alors je crois que déjà on peut pas nier l'exotisme. Je crois que c'est un cinéma qui apporte une image un peu rêvée de l'Inde, et ça on peut pas le nier. Mais il y a aussi une autre partie, je crois, c'est tout l'aspect
mélodramatique. Et c'est vrai qu'en France, dans notre cinéma, on a un peu nié quelque part tous les grands mélos qu'on avait il y a quelques années. On a eu aussi un cinéma populaire, mais on l'a un peu perdu. Et c'est un peu le retour à ça. Et je pense que parfois dans la morosité, dans la dureté en fait du quotidien, on a aussi besoin de ça. Et c'est le public indien s'y retrouve bien, mais je pense que le public européen commence aussi à s'y retrouver, à s'attacher à ces grands mélodrames. Le thème des carrefours, c'est l'émergence de l'Inde et de la puissance indienne. Est-ce que cette émergence, cette croissance, en l'occurrence, a eu une influence sur le cinéma? Est-ce qu'il y a un autre cinéma que le cinéma bollywoodien qui est apparu? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a effectivement, l'émergence a une influence sur le cinéma indien. On ne peut pas dire qu'il y a un autre cinéma qui soit apparu, parce qu'il existait depuis les années 50, qui est un cinéma d'auteur, qui est vraiment très important en Inde, régional, puisqu'il y a un cinéma d'auteur dans chaque région indienne. Donc, c'est pas nouveau. Mais quant à l'émergence, oui, il y a une vraie conséquence sur le cinéma en Inde, et qui est plutôt au niveau du marché, où les grands producteurs indiens, les grands distributeurs indiens commencent à s'attaquer au marché international. Et récemment, par exemple, on a vu un gros groupe de télécommunications indien, qui est le groupe Reliance, Anil Ambani, s'associer et venir mettre une partie de son capital dans le groupe, dans la production de Steven Spielberg à Hollywood. Là, il y a une collaboration Hollywood-Bollywood, tout d'un coup, qui exprime bien ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale. Alors, à l'échelle internationale, il y a aussi un film très connu, Slumdog Millionnaire, oscarisé. Oui. Alors, c'est pas un cinéma indien, c'est un cinéma qui parle de l'Inde. Comment les Indiens ont perçu ce film? Alors ça, disons que les opinions sont très variées en Inde. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que Slumdog, effectivement, c'est pas un film indien, mais qui traite de façon assez juste un problème en fait indien, qui est le problème des bidonvilles, notamment du bidonville de Bombay. C'est un film, alors je dirais que c'est le premier, pour moi c'est le premier grand film grand public étranger qui recueille un véritable succès en Inde. D'accord. En général, les Indiens étaient plutôt centrés sur leur propre cinéma. Oui, en général, ils voient très peu de cinéma étranger dans les salles. 95% quasiment du cinéma qui est présenté dans les salles en Inde est du cinéma indien. Donc ça, c'est une grande première. Alors après, il y a des avis partagés sur le film, mais je pense que le public indien s'y retrouve. Maintenant, il y a aussi, comme on s'attaque au problème des bidonvilles, il y a aussi le souci de l'image qu'on donne de l'Inde à l'étranger. Et ça, je pense que les Indiens, en général, sont très sensibles à l'image qu'ils donnent. Nadine Tarbrouillèche, je vous remercie d'être passée dans ce journal. Je rappelle que vous irez présenter 2 films. L'un ce soir, donc ce mercredi au Cinéas, Mathrubhumi, Un monde sans femmes. C'est à partir de 20h. Et puis La danse du vent, c'est samedi au Palais des Congrès et de la Culture. On termine avec ces images. Elles étaient 13. Elles ont entre 16 et 18 ans et concouraient aujourd'hui aux sélections départementales du concours du meilleur apprenti de France. C'est en esthétique. On les voit ici réaliser leur chef-d'œuvre du face painting sur le thème des peintures fruitières d'Hakim Poldo. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info demain à 18h30. Tout de suite, c'est la météo présentée par Romuald Besson. Passez d'excellents moments sur LMTV.